Ça n'a pas été un fleuve toujours tranquille. Et je trouve important dans cette série d'initier les gens qui nous écoutent au fait que si vous réussissez aujourd'hui, qu'on vous invite parce que vous avez réussi à bâtir une entreprise florissante, ça ne veut pas dire qu'à tous les jours, à toutes les années, ça a été toujours égal. Est-ce que vous pouvez nous parler de peut-être un moment qui est particulièrement difficile dont vous vous souvenez et puis peut-être vous avez tiré des leçons aussi? Dans les années 96-97, une des compagnies qu'on avait créées qui s'appelait Connie Case, qui est une compagnie qui avait pris beaucoup d'espace dans le marché québécois, donc une entreprise très florissante. Une entreprise qui allait très bien, qui avait une croissance exponentielle chaque année. On doublait ou triplait notre nombre d'employés par année par croissance organique. Et dans ces années-là, le financement bancaire des compagnies d'informatique, c'était moins connu. Donc, financer des équipements, des machineries, les banques étaient bien habiles pour le faire, mais financer de la propriété intellectuelle, des travaux en cours de développement de projets informatiques, c'était pas tellement leur fort et on n'avait pas d'institutionnel pour nous supporter à ce moment-là. Donc, à un moment donné, on avait quelques centaines d'employés et moi, je savais que la prochaine paye ne passait pas. Donc, et les banques, il a fallu négocier fort pour que les payes passent. Et c'est pas parce qu'on n'avait pas des comptes à recevoir qui s'en venaient, mais qui n'étaient pas encore rentrés. Ouais. Et c'était vraiment difficile quand tu sais que des familles complètes dépendent de cette paye-là. Donc, c'est des périodes qui sont moins réjouissantes, mais qui font partie de la croissance d'une organisation, puis de savoir justement pallier à ces... Ce qui m'a appris, c'est qu'il fallait s'assurer qu'on ait plus de liquidité, qu'on ait des possibilités d'aller en chercher plus rapidement le cas échéant. De cette expérience... Vous devenez un meilleur gestionnaire. Et puis aujourd'hui, vous gardez, j'imagine, les mêmes principes, à savoir que c'est juste qu'il y a plus de zéro, hein, et dans les revenus et dans les dépenses. Mais est-ce que ce n'est pas encore, de toute façon, la même situation? Il faut avoir une trésorerie saine avant d'imaginer prendre quelque croissance que ce soit. Il faut s'assurer du jour d'aujourd'hui avant de penser à demain. Est-ce qu'aujourd'hui, 10-15 ans plus tard, après ces mésaventures de période de paye, vous restez encore avisé et assez en contrôle sur tous ces points, ces repères, ces indicateurs? Oui, je pense qu'il faut regarder, c'est pas parce qu'on fait 100 quelques millions de chiffre d'affaires que chaque dollar ne compte pas. Les profits d'une entreprise, c'est un dollar après l'autre et il faut s'assurer qu'on ne fait pas de mauvaises dépenses constamment dans l'organisation et aussi s'assurer qu'on ne s'endette pas trop. Il y a des entreprises qui sont prêtes à prendre de très grands risques en termes d'endettement, mais nous, on est plutôt conservateurs en termes de gestion. Disons qu'on dort mieux quand nos ratios d'endettement sont beaucoup plus bas. Que s'ils étaient très hauts. Donc, les capacités d'emprunt aujourd'hui sont tellement grandes sur les marchés qu'il y en a qui, à un moment donné, empruntent beaucoup et empruntent tellement qu'à un moment donné, s'il y a une bévue qui arrive ou un problème, ils mettent en jeu leur organisation. Ça n'a jamais été notre façon de gérer depuis ces années-là. Vous avez accompli avec votre équipe des dizaines d'acquisitions au fil des années. Il y en a d'autres que vous promettez pour l'avenir. Mais dans ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, dans ce que vous avez accompli, est-ce qu'il y en a une qui est particulièrement déterminante? Il est sûr que de mon point de vue, quand on apprend qu'une entreprise qui s'appelle GFI Solutions, avec un taux de notoriété modeste à l'époque, acquiert belle solution d'affaires, ça avait frappé mon imaginaire. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été vraiment déterminantes pour vous et pour votre entreprise? Juste comprendre, on a fait à peu près une dizaine d'acquisitions. Donc, on n'est pas une entreprise qui fait 7-8 acquisitions par année. Donc, on en fait une ou deux. Donc, celles qui ont marqué vraiment l'évolution importante de ce qui est Axia aujourd'hui, c'est deux acquisitions coup sur coup qui est belle solution d'affaires en 2008, donc en août 2008. Donc, juste en début de la crise, si vous vous rappelez, la crise était énorme. Et l'autre qu'on a pu faire en mai 2009, donc qui était Fortsum à Québec. Donc, la somme des deux a vraiment changé le visage de l'organisation. C'est ça qui a amené les 50 quelques mille clients à la base de ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on était audacieux, je dirais, en 2009, d'emprunter pour faire cette acquisition-là. Seulement 9 mois après l'acquisition de Belle Solutions d'affaires. Donc, deux acquisitions qui sont à peu près de la même grosseur. Belle Solutions d'affaires, c'est... En fait, on a acheté de Belle la partie des ERP qu'ils avaient, donc le secteur des quincailliers, le secteur de la construction. Donc, quelques petites unités qu'on avait, le municipal est venu de cette acquisition-là. Et lorsqu'on a acheté Fortsum, c'était beaucoup plus tout ce qui est la petite PME. Donc, Acomba, qui est un logiciel très, très connu. On a plus de 36 000 clients avec Acomba.
On avait des solutions de construction, on avait des solutions notariales. Donc, la somme de ces deux business-là qu'on a achetés en 2008-2009 a changé complètement le visage de ce qu'on est aujourd'hui et qui est notre base de croissance qu'on a. Donc, à partir de là, 2010, on n'a pas fait d'acquisition. C'est là qu'on commençait avec nos amis français ça tirait on tirait un peu chacun de notre côté parce que nous, on voulait progresser, continuer à faire des acquisitions. Eux ne voulaient pas en faire. On a passé l'année 2011 à monter le financement, donc on n'a pas fait d'acquisition pour les acheter en 2012. Et en 2012, on a fait 2 acquisitions. Et en 2013, 2 acquisitions aussi. Parlons maintenant des détaillants du Québec parce que Axéo, vous avez parmi vos clients énormément de commerces et j'étais frappé de lire les dernières statistiques publiées par l'organisme CEFRIO au niveau de la sous-représentation de nos détaillants, quincaillerie, mais tous les autres secteurs n'y échappent pas. La sous-représentation au niveau du transactionnel, c'est-à-dire nos entreprises de détail semblent être allergiques ou très conservatrices par rapport à l'idée de développer en parallèle à leurs briques et à leur béton des commerces virtuels. Avez-vous une opinion? Savez-vous pourquoi est-ce qu'on est si en retard? En tout cas, en retard par rapport à nos voisins immédiats, par rapport aux États-Unis en particulier. Bien, pourquoi on est en retard? Je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi, mais c'est un fait que le Québec, quand on se mesure à l'ensemble des autres provinces et des États-Unis, entre autres, qui sont nos voisins, sont beaucoup moins enclins à favoriser le commerce électronique. Et nous, chez Axéo, on a des solutions de commerce électronique déjà implantées avec nos solutions pour faciliter ce travail-là, parce que les gens ne voient pas le potentiel que le commerce électronique leur apporte et toute la notion de paiement aussi qui est très importante à l'intérieur de ça. Soit qu'on parle du travail administratif que ça peut donner ou des mauvaises expériences qu'on pu entendre dans le passé, mais ils sont effectivement très loin. Et on ne voit pas encore d'engouement non plus, même si on propose des solutions tout intégrées, à des prix très, très modestes. Est-il vrai aussi de dire que les commerces sous-utilisent les outils que vous mettez à leur disposition et que ça prend chez votre équipe de vente énormément de pédagogie, de communication pour faire que ces gens-là qui paient pour vos produits et services les utilisent pleinement? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une relative sous-utilisation du potentiel des outils que vous mettez à leur disposition? Je pense que c'est vrai de l'ensemble des solutions d'affaires. Les gens souvent trouvent ça secondaire, tout l'aspect administratif de leur système et ils ne vont peut-être pas tirer toutes les bonnes données pour gérer leur entreprise. Et dans le fond, ils devraient y aller un peu plus. Donc, d'avoir accès à des tableaux de bord, de mieux comprendre les cycles de leur business, de mieux comprendre comment l'analyse de ces données-là pourrait leur faire sauver de l'argent. Les gens ne sont pas toujours là. Donc, il y a un travail d'éducation à faire, effectivement, pour s'assurer que les entrepreneurs soient plus performants, qu'ils mesurent plus. Oui, ils vont connaître un coût de revient. Les quincailliers connaissent très bien leur coût de revient, mais est-ce qu'ils connaissent tous les autres indicateurs de performance? Est-ce qu'ils comprennent très bien que les promotions ont peut-être bien fonctionné entièrement? Il y en a qui le connaissent très bien parce qu'ils gèrent très, très, très sérieusement leur organisation, puis ils regardent toutes ces données-là, mais d'autres ne les utilisent pas assez. Donc, dans le fond, il faut toujours savoir mesurer la publicité qu'on fait, rapporte-t-elle en conséquence, a-t-elle amené un chariot plus important en termes de montant de vente par client? Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher et bien analyser et graduellement aussi d'y aller en ligne. Donc, ces outils-là existent aujourd'hui, mais sont très peu utilisés par le commerce de détail de façon générale. On a parlé de la prédictabilité difficile dans votre domaine parce que tout change, la technologie change rapidement. On parle d'un horizon de 3 à 5 ans maximum, mais si je vous demande quand même de vous commettre un peu sur l'avenir un peu plus loin pour Axéo, comment vous voyez Axéo quand vous allez célébrer votre 50e anniversaire, je ne me trompe pas, disons en 2058? Est-ce que vous êtes capable d'avoir une idée ou c'est impossible? J'aurai 100 ans, donc c'est un peu dur à prédire. Prédire, c'est si loin que ça, je pense que c'est excessivement difficile. Donc, nos prévisions, nous, en termes de croissance, se limitent à 3 ans toujours en avant, puis un 5 ans qui est un peu plus loin. Mais notre horizon de 3 ans, c'est de franchir le cap des 200 millions de chiffre d'affaires. Donc, comme je dis à mes employés, c'est 1 million de dollars par jour
ouvrable, mais pas dans le domaine du retail, du commerce de détail, mais plutôt dans le domaine du service. Même si on travaille 7 jours par semaine, là, mais c'est d'atteindre ce chiffre-là. Donc, un chiffre magique de 1 million de dollars par jour, c'est attrayant. Après ça, on mettra la barre un peu plus haute pour les prochaines années après, mais pour nous, c'est un horizon d'ici 3 ans maximum qu'on devrait atteindre ce niveau d'entreprise-là, dans les secteurs où on est aujourd'hui. Donc, c'est de sortir beaucoup plus du Québec. On a beaucoup de clients au Québec, on a des clients aux États-Unis, mais d'augmenter notre présence hors Québec, c'est notre vision dans les prochaines années. Merci beaucoup pour cette entrevue généreuse et puis on souhaite une longue vie à Axéo Solutions et à vous-même. Merci, M. Darvaux. C'était un plaisir.